Diao et on en retrouve un autre cher Tidiane. Cette fois, on commence par du sport exceptionnellement. En attendant que notre invité nous rejoigne sur ce plateau, cher, on démarre par quelle discipline? Le rugby. Le rugby? Ce n'est pas habituel, mais on commence avec ça. Pourquoi pas? Voilà, c'est pour parler donc de la CAN U23 qui est qualificative aux Jeux Olympiques prévus au Japon, à Tokyo exactement, en 2021. Le Sénégal qui séjourne actuellement donc en Afrique du Sud, l'équipe nationale masculine qui a joué donc ce matin deux rencontres. Une première rencontre déjà contre l'équipe du Maroc, oui, un match remporté ce matin par le Sénégal. Mais le Sénégal qui s'est incliné par la suite face au Kenya sur le score de 50-0. Ne rigolez pas parce qu'en fait, en la matière, le Kenya reste quand même un exemple en Afrique. Donc le Kenya, à l'image de l'Afrique du Sud, même si ce n'est pas le même calibre. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, 50-0, voilà, il ne faut pas en rougir comme on dit. Alors là, donc, lourd score face à l'équipe du Kenya. Mais peut-être que le Sénégal aura la possibilité de se relancer demain pour la suite des rencontres qui se déroulent donc en Afrique du Sud. Nous allons parler à présent des championnats étrangers avec le football, notamment l'Angleterre qui est à sa 13e journée. Un choc attendu ce dimanche. Donc entre Liverpool de Sadio Mané et Manchester City, c'est son dauphin. Donc les deux équipes se tiennent de très près. Seuls 6 points donc les séparent. Donc vous le voyez certainement à l'image. Donc Liverpool qui va donc accueillir à Anfield la formation de Manchester City donc dimanche à partir de 16h30 pour donc le choc de cette journée. Une victoire qui permettrait à Liverpool de prendre définitivement le large avec 9 points. Et Sadio Mané qui est aussi attendu lors de cette rencontre. Et puis déjà demain à 17h30, Leicester qui va accueillir la formation d'Arsenal. Mais avant cela, à 12h, Chelsea Crystal Palace est aussi prévu à 15h. Tottenham va en découdre avec la formation de Sheffield. Et puis à l'instant, ça se joue entre Norwich et la formation de Watford. On enchaîne avec le championnat français. C'est la 13e journée. À 19h45, le match a démarré donc entre la formation de Nice et les Girondins de Bordeaux. Demain, samedi, donc pour la suite de ces rencontres, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye qui se déplace chez Brest à partir de 16h. Monaco-Dijon est prévu à 19h. D'autres rencontres sont aussi prévues. Mais le choc de cette journée est prévu pour dimanche entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Donc à l'image, vous le voyez, donc les rencontres prévues pendant ce week-end concernant bien entendu le championnat de France qui, je le rappelle, est à sa 13e journée. En Espagne, c'est aussi la 13e journée. On va s'intéresser au Cador, notamment les Real Madrid qui occupe la 2e place au classement, qui va jouer donc demain à partir de 17h30 la formation de Eibar. L'FC Barcelone qui occupe la place de leader joue un peu après, à partir de 20h contre le Celta Vigo. Le dimanche, à suivre particulièrement le derby sévillan entre les Betis et l'FC Séville. C'est prévu à partir de 20h, mais avant cela, Atlético Madrid, un des prétendants au titre, fera face à la formation de l'Éventé. On enchaîne avec l'Allemagne qui est à sa 11e journée, un classique attendu demain samedi à partir de 17h30. Le Bayern de Munich qui va jouer avec la formation du Borussia Dortmund à 14h30. Hertha Berlin fait face à l'équipe de Leipzig, la surprenante formation de Leipzig. Mais d'ailleurs, la rencontre a démarré depuis ce vendredi entre l'FC Cologne et la formation de Hoffenheim. On aura certainement le temps de suivre donc, disons, le résultat de cette rencontre. Et puis, pour ce qui est des autres rencontres concernant bien entendu le championnat allemand, la Bundesliga, avec la complicité de la régie, vous avez très certainement à y voir donc les autres rencontres concernant bien entendu ce championnat. Et puis nous allons enchaîner avec le championnat italien qui est à sa 12e journée. Un choc aussi attendu à 19h45, donc dimanche, entre la Juventus de Turin et le Milan AC, même si quelque part les deux formations ne semblent pas en tout cas lutter à armes égales, tant la Juventus de Turin domine depuis quelques années le championnat italien, alors que le Milan AC nage pratiquement dans des difficultés dans le calcio. Mais déjà demain, samedi à 17h, l'Inter de Milan, qui quand même fait de très belles choses dans ce championnat, accueille la formation de AS Vérone à 19h45, toujours ce samedi. Donc demain, Napoli de Kalidou Koulibaly qui alterne le bon et le moins bon dans le championnat fera face à la formation de Genoa. À l'instant donc, ça se joue depuis 19h45 entre Sassuolo et la formation de Bologne. Et puis nous allons terminer avec, disons, le football, le championnat ou alors la CAN, donc qui se joue actuellement, la CAN de foot chez les U23. Donc c'est en Égypte, cela a démarré aujourd'hui. Le Sénégal n'y participe pas, donc vous le savez, le Sénégal est éliminé. Donc les rencontres qui ont démarré aujourd'hui, l'Égypte, pays hôte,
a dominé il y a de cela quelques heures la formation du Mali sur le score d'1-0. À l'instant, ça va démarrer donc entre le Cameroun et le Ghana dans le groupe B, donc demain samedi pour la suite des rencontres à 15h Nigeria-Côte d'Ivoire, 18h Afrique du Sud contre la Zambie. Donc c'est l'essentiel des actualités sportives prévues donc pendant ce week-end. Et pour terminer, peut-être parler du Tour cycliste du Sénégal qui va démarrer donc pendant ce week-end. Très bien. Alors, un enchaînement de choses très certainement qui semble assez intéressant. Il y a seulement une seule chose qui m'interpelle au regard de comment évolue le foot aujourd'hui, qu'on en vive encore des épisodes liés au racisme. Je pense à Kalidou Koulibaly, je pense également à Balotelli. Ouais. Il y a certainement des choses à faire concernant ce volet-là, surtout pour ce qui est du championnat italien. Ben justement, c'est un aspect en tout cas que nous déplorons. Vous le savez, la FIFA a tout le temps, disons, lancé des slogans pour lutter contre le racisme que l'on constate en tout cas dans certains pays. Il y a le cas de l'Italie, mais aussi certains pays de l'Europe de l'Est, notamment du côté de la Bulgarie, entre autres pays. C'est vrai que la FIFA a essayé à sa manière en tout cas de le combattre, mais à mon avis, ils ne sont pas allés au bout de leur logique. Parce que véritablement, voir un joueur de couleur jouer dans un match de foot et se faire huer du fait tout simplement de la couleur de sa peau, c'est vraiment problématique. Et je pense que Kalidou Koulibaly en avait déjà parlé. Donc Kalidou Koulibaly, il en avait déjà parlé dans une interview où il s'offusquait en tout cas contre, disons, ses cris. Mais vous le savez, c'est un rock, c'est un costaud. Mentalement, il est blindé. C'est vrai que dans un premier temps, il avait quand même, il commençait petit à petit à flancher, mais là, il s'est ressaisi. Il y a aussi le cas de Balotelli, entre autres joueurs. Mais je pense que c'est une bataille qui doit être portée définitivement par la FIFA, qui peut prendre des décisions en ne s'arrêtant pas justement à des slogans. Il y a des décisions que l'on prend dans un match de football. C'est-à-dire, arrêter un match de football, par exemple, il faut en arriver là, arrêter, mettre un terme à un match de football et essayer, en tout cas, d'extirper plutôt ces parasites qui sont là dans le foot et qui n'ont rien à voir, puisqu'ils ne comprennent pas un tout petit peu, disons, les principes, disons, de ce sport qui battent en brèche, disons, le racisme. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diagne, pour cette analyse pertinente. Nous passons à notre invitée de ce soir et c'est Madame Fatou Diagne Senghor, directrice régionale de l'ONG Article 19. Bonsoir Madame Senghor et merci d'être avec nous. Bonsoir. Nous commençons d'abord par les travaux que la commission Vérité et Réconciliation a entamés depuis une certaine période et récemment on a entendu l'ancien ministre de la Défense faire des révélations en disant que le président Jammeh finançait la rébellion au niveau de la Casamance. Est-ce que cela vous surprend? Bon, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de surprises et il y a aussi beaucoup de choses qui se disaient dans les couloirs. Il y avait peu de preuves pour certaines choses. Pour les violations des droits humains, il y a eu beaucoup de preuves. Le monde avait fermé les yeux sur ce qui se passait en Gambie. Mais en tant qu'organisation de défense des droits humains, je pense que les atrocités étaient documentées depuis plus de 20 ans. On en parlait partout. Et c'est bien qu'on puisse avoir cette commission quand même qui est là pour donner la possibilité aux victimes de pouvoir dire ce qui leur est arrivé pour les victimes qui sont en vie, mais aussi pour les victimes aussi, qui ont perdu des êtres chers, mais aussi d'avoir toutes ces personnes accusées et toutes ces personnes aussi qui sont là, qui étaient dans des fonctions ou qui occupaient des fonctions importantes aussi, qui viennent de plus en plus dire ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Est-ce qu'avez-vous le sentiment que justice est en train d'être faite par rapport à toutes ces personnes qui ont été interpellées, d'autres entendues, mais est-ce que cela rend justice à ces victimes dont vous parlez tout à l'heure? Vous savez, c'est un processus. D'abord, il faut que la page s'ouvre. On est en train de la lire. Les uns et les autres disent ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils ont vécu. D'autres disent ce qu'ils ont eux-mêmes commis comme violation ou ce dont ils ont été témoins. Maintenant, une fois que toutes ces informations rassemblées, c'est là où on va s'acheminer vers les grandes décisions, c'est-à-dire la commission va faire ses recommandations par rapport aux sanctions qui doivent être prises pour certains cas, mais aussi par rapport à quel genre de réconciliation elle propose pour le pays. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout du processus, il y aurait beaucoup de choses qu'on anticipe, certes, parce que la loi qui met en place cette commission, elle est assez claire. Pour ça, un certain nombre de crimes, quand même les crimes odieux, les crimes odieux, comme les crimes contre l'humanité, les tortures graves, il est sûr que il faut que la justice puisse avoir son mot à dire. Mais cette réconciliation, est-ce qu'elle est en bonne voie? Elle est difficile, hein, vous savez.
Après toutes ces années d'atrocités, ce n'est jamais facile. Souvent, les victimes se sentent un peu lésées. Mais lorsqu'on entend quand même des personnes influentes, des personnes qui ont eu quand même des positions d'autorité, venir devant le monde entier, devant le peuple, pour accepter ou bien dire ce qu'ils ont fait, c'est quand même un pas important dans la recherche de la vérité. Parce que vous savez, lorsque ces atrocités se commettent, ce qui est beaucoup plus dur, c'est qu'on ne sait pas qui l'a fait, quelle est la chaîne de commande et comment ça s'est fait. Donc les victimes commencent maintenant à découvrir ce qui s'est passé. Donc c'est un pas vers la réconciliation, vers l'apaisement, mais ce n'est pas un pas suffisant. Il faut maintenant cibler les violations, les catégoriser et commencer à décider plus tard avec le rapport quelles sont les violations ou quels sont les cas qui doivent être transférés devant la juridiction, quels sont les cas qui méritent des réconciliations et aussi comment, en quelque sorte, permettre au pays de tourner la page. Mais avant que la page ne soit tournée, il faut que toute cette page de l'histoire soit bien lue et qu'on en tire les conséquences. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'on a vu quand même des personnes influentes, importantes, qui viennent nous dire qu'ils ont agi sous des ordres après avoir tué. Récemment, vous avez vu les cas de viol de femmes par des forces de sécurité et de défense. Vous avez vu aussi toute cette machine étatique qui était mobilisée pour organiser le viol des jeunes filles innocentes, vulnérables. Donc cela ne peut pas passer à perte et profit. Il va falloir qu'il y ait des sanctions à un moment donné. Alors, on sait que ces genres de commissions ont été un tout petit peu répercutés. C'est plutôt un modèle qu'on voit de plus en plus, en tout cas dans certains pays, après, disons, des années de conflit. On le sait pour le cas de la Gambie, cette commission est en train, en tout cas, d'écouter les victimes, mais aussi ceux-là qui ont posé ces actes de torture. Mais malheureusement, cette commission n'a pas une force coercitive. Alors, à votre avis, que faudrait-il faire de plus pour véritablement réparer les préjudices qui ont été subis, notamment par les victimes? Parce qu'à mon avis, il serait facile de venir dire que j'ai agi sous commande de telle autorité ou telle autre autorité. Après, on tourne la page et puis on oublie. Mais les séquelles restent encore, madame. Bien sûr que, comme je vous l'ai dit, la commission travaille de plusieurs manières. Donc la loi qui met en place cette commission prévoit des réparations. Les réparations varient. Il y aurait certes des réparations pécuniaires, mais lorsque on est en face de crimes aussi graves, ce n'est pas la réparation pécuniaire qui compte. Mais elle est importante pour certaines victimes parce qu'il y a des victimes qui sont démunies, qui ont perdu presque tout, dont soit les personnes qui s'occupaient d'eux ont été tuées, ou bien qui ont vu toutes leurs ressources confisquées. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde la réparation, le côté réparation. Le côté réparation aussi implique un certain nombre de choses. Il pourrait y avoir, à la suite, on ne va pas commencer à proposer, mais je pense que les gens commencent à réfléchir sur les autres formes de réparation. Ériger des monuments, par exemple, à l'honneur ou pour la mémoire de certaines victimes, ça fait partie aussi des choses que les victimes commencent à réclamer. Pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Voilà, pour qu'il n'y ait pas l'oubli et qu'on puisse se rappeler de cette phase douloureuse et difficile de l'histoire de la Gambie. Comme c'est le cas au Rwanda, par exemple. Oui, entre autres. Mais aussi, il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, lorsque certains crimes vont être identifiés et les auteurs connus, là, c'est sûr que ça va pas, on ne va pas s'arrêter à... On vient donner sa part de vérité et après on tourne la page, il va falloir qu'il y ait des sanctions quand même. Par exemple, pour les crimes contre l'humanité, les crimes les plus graves, il est évident que les uns et les autres s'attendraient à des sanctions. Et pour qu'il y ait une réparation, une réconciliation efficace, il faut qu'il y ait de véritables sanctions pour éviter l'impunité. Parce que si on tourne la page rapidement, ceux qui ont commis des actes vont se dire, ben, rien ne se passera, ça peut. Et on peut même craindre des vengeances, des actes de vengeance. Ça peut créer des vengeances, mais aussi, ça ne donnera pas une leçon à l'histoire, aux jeunes, à tout le monde, de se dire, bon, si on peut faire autant d'atrocités contre son voisin, contre les autres, et on s'en sort comme ça, donc ça ne donnerait pas du tout une bonne leçon. Donc je pense que c'est important pour ceux qui ont commis ces actes, qu'ils acceptent de payer. Maintenant, comment payer pour que la réconciliation aussi ne tourne pas aux vengeances, c'est important, mais aussi pour qu'on apaise les victimes. Donc il y a des victimes qui sont démunies, qui n'ont rien, il y a des victimes qui sont malades, qui sont... Est-ce que la Commission dispose de moyens pour accompagner ces victimes-là même, notamment le plan psychologique? Parce que quand on déterre certains faits, il est normal qu'on puisse accompagner ceux qui ont subi cela. C'est vrai que ça a été un des grands problèmes.
Et la question des effets psychologiques, mais aussi psychiatriques, on a vu beaucoup de victimes qui sont dans des situations très très compliquées. Donc ce n'est pas seulement la commission qui assiste, il y a aussi d'autres organisations, les ONG travaillent, il y a d'autres organisations, par exemple, nous travaillons avec d'autres organisations comme CAPREC qui est ici au Sénégal, qui aident un peu les victimes dans la réhabilitation. On a aidé à peu près plus d'une cinquantaine de victimes qui sont venues ici à Dakar, au niveau des hôpitaux pour se faire soigner, pour aussi faire le suivi psychologique et psychiatrique, parce que c'est très important. L'autre aussi, la commission a mis en place une unité de suivi des cas, et aussi, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a depuis que le régime est tombé, les gens sortent, il y a des milliers de cas. Tout le monde est étonné, et c'est là où peut-être je répondrai à la question de dire, on est surpris, parce que du temps de Djamé, les gens préféraient mourir dans le silence, parce que les représailles étaient telles que on te tue un membre de la famille, si tu oses te plaindre, c'en est fini pour toi. Et donc c'était cette situation de terreur qui faisait que beaucoup de familles étaient restées dans l'ombre, étaient restées dans leur calvaire et ne parlaient pas beaucoup. Donc il y en a qui ont été courageux, qui ont parlé à la société civile, qui sont allés aussi devant les tribunaux, il faut aussi saluer. Mais vous savez, tout le monde n'est pas au même niveau souvent. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, parce que vulnérables, habitaient dans des villages, n'avaient pas l'accès. Ils ne pouvaient pas dire tout ce qui leur est arrivé. Et on découvre beaucoup de choses en ce moment. Le président Adama Barrow, en arrivant, avait promis qu'il y aurait une Gambie pour tous et qu'il y aurait de grandes réformes. Est-ce qu'il y a eu ces changements-là? Je dirais que les choses progressent par rapport à un certain nombre de choses. Il y a aussi des difficultés sur un certain nombre d'aspects. Nous, en ce qui nous concerne par rapport aux droits humains, je pense que la Gambie commence à renouer avec ses engagements internationaux. Pendant 20 ans, la Gambie refusait de faire ses rapports périodiques, refusait de se soumettre à l'examen des pairs. Depuis l'année dernière, la Gambie a quand même évacué tous ces rapports qui étaient pendants. Et donc, devant la Commission africaine des droits de l'homme, cette semaine, la Gambie était à Genève pour essayer aussi Et là, on a compris que parmi la plupart des centaines de recommandations, le gouvernement acceptait la plupart et notait un certain nombre de progrès. Maintenant, sur le plan des réformes concrètement, vous savez que la Constitution est en train d'être revue. Et il y a une commission qui est mise en place et je pense que d'ici le mois prochain, la première mouture sortira et ça fera l'objet davantage de plus de discussions. Il y a eu des consultations depuis le mois de juillet l'année dernière et toutes les parties prenantes ont été impliquées. C'est quand même important pour le pays parce que les Gambiens étaient privés de leurs droits. La Constitution a été changée plus de 50 fois, donc c'est bien qu'on puisse avoir une Constitution qui va être le socle de la Nouvelle-Gambie. L'autre chose, nous, ce qui nous concerne, toutes les lois sur les médias ont été révisitées. Et là, depuis quelque temps, nous avons finalisé les drafts, c'est-à-dire les avant-projets. Il y aurait une loi sur l'accès à l'information qui est très, très importante pour un pays qui vient de sortir de cette situation difficile. Les lois qui criminalisaient un certain nombre d'expressions, notamment les peines privatives de liberté pour diffamation, vont être enlevées. Donc le draft est déjà préparé, donc ça sera soumis à l'Assemblée à partir du 18 de ce mois. Et donc sera examiné entre le 2 et le 3 décembre. Donc on a un peu l'espoir par rapport aux réformes législatives, parce qu'il faut que les lois changent. Il faut que la Constitution soit solide. Après, le reste, il y a pas mal de difficultés politiques. La sécurité pose un problème. Donc, il faut aussi que les acteurs politiques jouent le jeu. Sur le plan politique, il avait promis qu'il ferait 3 ans de mandat. Depuis quelque temps, apparemment, il a changé de version. Il en fera 5, comme le lui dit la Constitution. Cela ne risque-t-il pas d'amener des tensions politiques dans le pays? Les tensions sont déjà là. Parce que, vous savez, la coalition a éclaté depuis plus d'1 an avec certains acteurs politiques qui ne sont plus dans le gouvernement. Par exemple, le dirigeant du parti, quand même, qui est quand même l'un des plus grands partis, c'est-à-dire le UDP, a été limogé en tant que vice-président. Donc, ça crée quand même une grande rupture et la tension, elle est palpable. Et il y a 2 jours, il a commencé en quelque sorte aussi à indiquer qu'il serait favorable que le président puisse respecter son engagement. Alors qu'il y a 1 an et demi, il disait que il soutiendrait le président pour faire 5 ans. Donc la classe politique n'est pas d'accord. Les populations, une partie s'agitent.
Mais le dilemme qu'on a en ce moment, la Constitution est en train d'être changée. Oui. On a la Constitution de Djamé qui est là, qui est échangée, qui permet à tout un candidat de gagner. Voilà, taille sur mesure. Donc les Gambiens se sont mis d'accord pour changer cette Constitution et faire cette transition. Malheureusement, la classe politique ne s'est pas mis d'accord sur 3 ans, 5 ans. Le président a décidé finalement de rester 5 ans sans consensus aussi. Ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de consensus avec les autres. Et maintenant, les voix s'agitent. Je crois que c'est des engagements que prennent souvent des chefs d'État quand ils sont à la quête du suffrage des populations. Maintenant, une fois assis sur le siège, ils changent. Je préfère ne pas dire le truc. Ils changent de version. Cela peut, disons, décrédibiliser le leader devant les citoyens. Oui, oui. Donc là, on le voit, les uns et les autres estiment que, bon, ils doivent suivre la Constitution. Mais bon, vous savez, la Gambie était dans une situation très difficile en 2016. Et lorsque tous les leaders se sont mis d'accord pour faire 3 ans, c'était pour une raison. Bon, maintenant, dire que la Constitution m'autorise à faire 3 ans, même si je m'étais engagée à faire 5 ans plutôt, même si je m'étais engagée à faire 3 ans. Maintenant, bon, vous savez, comme vous le dites, les leaders politiques, une fois sur place, les autres impératifs viennent et on se dit peut-être, bon, je suivrai la Constitution. C'est pas... Les avis sont partagés. Mais je pense que aussi, lorsqu'on regarde la stabilité du pays, le fait que le pays n'est pas préparé pour aller à des élections dans 1 mois, je pense qu'on peut être raisonnable, mais tout en se disant que c'est dommage. C'est dommage qu'ils ne se soient pas mis d'accord et qu'ils ne respectent pas ses engagements. Ça, c'est l'une des plus grandes difficultés qu'on a notées. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que les réformes sont en cours. Oui. Nous avons mis en place une commission nationale de droits humains avec des membres qui ont été sélectionnés à travers un mécanisme assez transparent, avec des nominations publiques. Donc c'est une première. Nous avons un processus constitutionnel très ouvert où les gens ont envoyé des soumissions et la Constitution, dans les jours qui viennent, va être envoyée en ligne. Les gens vont faire les commentaires. Et pour nous, toutes ces lois, si on a une loi sur l'accès à l'information, une constitution qui garantit un certain nombre, l'indépendance surtout d'un certain nombre d'institutions, je pense que ce serait un plus. Maintenant, le reste, ça veut dire qu'il faut la mise en œuvre, il faut batailler ferme pour que ces acquis démocratiques ne soient pas du tout anéantis par cette bataille politique, faire en sorte aussi que les politiques puissent respecter toutes ces institutions qui vont être mises en place entre maintenant et l'année prochaine. Alors, on sait que la Gambie est dans une phase de transition et encore une santé assez fragile et certainement a besoin d'être accompagnée par les commissions internationales, entre autres. Au-delà de ça, il y a aussi ce rôle particulier que doit jouer le Sénégal en tant que pays voisin donc de la Gambie. À votre avis, quels sont les mécanismes à mettre sur place pour permettre à la Gambie, qui a encore une santé fragile, je le répète, de pouvoir se tirer sans trop de conséquences lourdes, par exemple? Bon, vous savez, comme vous le savez, après 22 ans, plus de 22 ans de Djamé, les caisses étaient vides. Il mélangeait sa poche avec les caisses de l'État. Toutes les institutions publiques sont à genoux. On a vu une commission a été mise en place qui a sorti son rapport il y a quelques mois, qui a montré comment toutes les institutions qui devaient en fait investir, devaient servir, que ce soit les institutions de télécommunications, le port autonome, toutes ces institutions, la Banque centrale, toutes ces institutions ont été pillées. Donc déjà, ça pose un problème de gouvernance de toutes ces institutions, mais aussi les caisses étaient vides. Maintenant, je pense que la communauté internationale a beaucoup soutenu dès le début, le Sénégal y compris. Donc je pense que la Gambie aussi doit renforcer et pousser les réformes. Parce que vous savez, lorsque vous êtes en transition, on vous aide un peu, mais après, il y a tellement de crises dans le monde. Les uns et les autres sont préoccupés. Il y a toute la sécurité au niveau du Sahel. Donc les gens n'ont pas trop le temps pour accompagner un bébé, un pays pendant des années. La situation économique s'est améliorée? Ça s'est amélioré un peu, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés, surtout l'emploi. Surtout l'emploi des jeunes. Il y a beaucoup de difficultés. Le coût de la vie est très cher aussi en Gambie. Mais il y a quand même beaucoup plus de liberté de ton, d'opinion depuis le départ de Djamé. Oui, oui, moi je pense que quand même, on le note. On note, les sites qui étaient fermés sont réouverts. Les Gambiens quand même comprennent l'enjeu de leur liberté d'expression surtout. Et je pense que personne ne peut confisquer ces libertés de nouveau. Maintenant, il faut que les attentes étaient très, très élevées. Il faut gérer ces attentes, surtout de la jeunesse, et faire en sorte que ces transitions-là puissent se terminer en paix et qu'il y ait les réformes
qui sont annoncés là, qu'on puisse les finaliser et que les institutions se mettent en place rapidement et que bon, c'est sûr qu'il y a pas mal d'incertitudes. Bon, logiquement, je pense qu'on irait vers des élections en 2021. Mais bon, entre maintenant et janvier, c'est sûr qu'il y aurait peut-être ici et là quelques troubles. Alors oui, oui, cher. Oui, peut-être votre avis personnel pour ce qui concerne ce mandat de Jammeh qui va finir dans quelques temps. De Barrow, je veux dire, et qui va finir donc dans quelques temps, alors qu'avant qu'il en arrive, disons, au pouvoir, il y avait un accord tacite entre lui et certains leaders de l'opposition qui voulaient que Jammeh quitte. Alors que la Constitution lui permet donc de faire 5 ans, c'est bien cela. À votre avis, que devrait-on faire pour permettre, disons, à la Gambie de sortir de l'ornière sans trop de conséquences? Parce que là, on est quand même face à un dilemme. Jammeh, Barrow qui avait promis de faire 3 ans, alors que la Constitution lui permettait 5 ans, mais il y avait un accord tacite entre lui et certaines de l'opposition. Et voilà que depuis quelques temps plus tôt, on constate une certaine tension qui a mené, disons, à l'éclatement, à fragiliser, disons, le parti au pouvoir, par exemple, le pouvoir plutôt. Oui, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Bon, c'est un problème politique qui est dommage parce que lorsque la coalition est venue au pouvoir, tout le monde a applaudi. C'était cette coalition pour le changement, cette coalition pour une Gambie nouvelle, unie, et avec un agenda clair. On fera les réformes, on restera 3 ans, et après, on va préparer les élections pour qu'il y ait des élections démocratiques avec une nouvelle constitution. Entre-temps, la coalition a éclaté. Une bonne partie des membres de la coalition ne sont plus dans le gouvernement. Et aujourd'hui, le président Barrow décide presque unilatéralement d'aller vers bon, c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 alliés qui le soutiennent, d'aller vers 5 ans, comme le dit la Constitution. Mais aussi, les réformes constitutionnelles annoncées ne sont pas totalement terminées. Il faut du temps aussi pour ça. Oui, bon, vous savez aussi, quand vous faites des réformes, il faut consulter. Ce qui est bien, c'est que la commission vérité a été mise en place depuis l'année dernière. Ça fait 1 an qu'elle travaille quand même. La commission des droits humains... vont durer combien de temps? 2 ans. 2 ans. La commission des droits humains aussi est mise en place, elle a commencé. C'est une commission indépendante, ce qui est très bien pour un pays qui vient de sortir d'une dictature. Je pense que c'est bien d'avoir des institutions fortes et indépendantes. Et là, comme je vous l'annonçais, si ces réformes sont validées par l'Assemblée le mois prochain, je pense qu'on pourrait sortir avec un package assez significatif. Avoir une loi qui va réorganiser le secteur des médias avec un organe indépendant, nous y travaillons, avec une loi sur l'accès à l'information qui respecte les standards régionaux, notamment la loi modèle africaine sur l'accès à l'information, et avoir aussi la possibilité de réformer toutes ces peines privatives de liberté qui étaient dans le code pénal. Le code pénal a été revisité, et le code de procédure pénale. Donc, en ce moment, je pense, et aussi, on va mettre en place une commission de lutte contre la corruption. Donc, en gros, je pense qu'il y aurait à peu près 5 à 6 lois qui seront votées en décembre. C'est déjà déposé à l'Assemblée nationale, donc c'est quand même important pour les droits humains. Maintenant, ce n'est pas suffisant d'avoir des lois. Il faut les mettre en œuvre, il faut que tout le monde reste debout et que la classe politique aussi joue le jeu. Alors, le président Barrow, en arrivant, a été porteur d'espoir. J'en reviens, vous concernant, est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes? Bon, je pense que c'est mitigé. C'est mitigé. Les uns et les autres estiment que bon, il aurait pu faire 3 ans et sortir par la grande porte avec tous les honneurs. Je veux dire, au-delà des 3 ans, oui, les décisions à prendre, sa façon de manager le pays. Oui, voilà, parce que bon, déjà, il était porté par une coalition. Le fait que cette coalition n'existe plus, le fait de gérer de manière unilatérale, ça crée des fissures et ça a commencé à créer une opposition dans la coalition. Ça veut dire que toutes les personnes de l'opposition qui s'étaient mis ensemble pour le soutenir, une bonne partie maintenant s'oppose à lui. L'autre chose aussi qui a beaucoup inquiété les Gambiens, c'est qu'à un moment donné, avec les difficultés, bon, il s'est un peu retourné vers quelques alliés de Jammeh. Et ça a créé la grande fissure depuis juin. Et depuis, avec certains remaniements, les Gambiens ont commencé à se douter qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il ne veut pas s'allier à Jammeh. Mais je pense que ce serait peine perdue parce que s'allier à Jammeh, ce sera la plus grande erreur. Donc, un virage à 360 degrés. Donc, comme on dit, c'est un progrès avec beaucoup de défis, des déceptions et aujourd'hui une situation mitigée parce qu'au niveau législatif, les réformes se poursuivent. Au niveau politique, nous avons une crise. La réforme du secteur de la sécurité prend du temps aussi et ça inquiète. Merci beaucoup, Madame Fatou Diagne Senghor, directrice régionale, article 19. Nous
nous dirigeons vers Tivaouane pour retrouver Sokhna Nata Mbaye qui nous attend depuis un moment. Nata, bonsoir et qu'est-ce